tous. Bonjour. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose de démarrer. Donc, bienvenue dans ce nouveau webinar de TIGA, dédié au métier du product management. Je m'appelle Jonathan et je suis avec Stéphane. On est tous les deux consultants chez TIGA. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez voir les webinars précédents et découvrir ceux qui vont arriver à l'adresse webinar.tiga.co. Et avant de passer la parole à Stéphane, juste quelques mots d'introduction sur TIGA. Donc, notre mission consiste à aider les entreprises à créer les meilleurs produits numériques possibles. Pour ça, on intervient de trois manières. En conseil, avec des missions en organisation produit et en stratégie produit, généralement auprès de Chief Product Officers. On intervient aussi en immersion, où des product managers ou des product designers de TIGA co-construisent des produits numériques avec les équipes de nos clients. Et enfin, en formant nos clients aux différents rôles et métiers produits, donc product owner, product manager, lead PM, head of product, et très bientôt CPO. Vous pouvez trouver le détail sur notre site tiga.academy. Et enfin, en dehors des missions, on co-anime la communauté LPC, on tient un blog sur le produit et on publie régulièrement des ouvrages téléchargeables gratuitement sur notre site dans la section prise de parole. D'ailleurs, il y a bientôt un nouvel ouvrage dédié au product design qui va arriver. Donc voilà pour la petite introduction. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans l'onglet dédié. Vous allez aussi pouvoir voter pour les questions des autres qui vous intéressent. Là, on va partir sur une discussion d'une trentaine de minutes avec Stéphane et on prendra ensuite les questions pendant 20-30 minutes aussi. Vous aurez un replay à la fin et toutes les références dont on va parler, elles seront jointes dans un email. Donc vous aurez tout ensuite. Donc voilà, on va commencer. Je vais juste enlever la présentation 2 secondes pour qu'on puisse te voir, Stéphane. Bonjour. Voilà. Donc là, on va parler de ce qu'est un product manager data informed. Donc, avant de rentrer dans le détail, je te propose peut-être de te présenter, nous présenter un petit peu ton parcours justement. Oui, bonjour. Alors, du coup, je m'appelle Stéphane. J'espère que vous allez tous bien, vous gardez la pêche. Donc, moi, je suis Stéphane. Ça fait 5-6 ans que je suis dans le digital. J'ai travaillé en fait pour plusieurs startups dans différents pays, notamment à Berlin pour le compte de Rocket Internet. Donc, j'ai travaillé pour Jumia, l'équivalent d'Amazon en Afrique, puis pour Trivago. Autour de tout ce qui est display, mailing et affiliate, donc toujours dans une thématique en fait de marketing et d'acquisition sur différents canaux. J'ai fait une partie de mes études dans la Silicon Valley à Berkeley, donc juste à côté de San Francisco. Puis je suis revenu en France pour repartir une nouvelle fois à Berlin. Là, j'ai travaillé en fait en tant que product marketing manager, puis product manager au sein de Foodora et Foodpanda sur au début 10 pays puis 20, dans des thématiques de collecte de données et d'optimisation de tunnels. Puis ça fait à peu près 2 ans maintenant que je suis de retour à Paris et que je travaille pour Tiga en tant que product manager sur des missions autour de différentes industries, que ce soit donc le cloud computing pour de grands groupes pharmaceutiques, des thématiques d'e-commerce, de plateformes d'e-commerce pour des industries automobiles, ou bien très récemment de la finance décentralisée, donc autour des technologies de la blockchain pour un groupe bancaire. D'accord. Merci Stéphane. Donc pour commencer, ce que je te propose, c'est déjà de peut-être nous expliquer ce que ça veut dire pour toi être data informed. Et surtout, comment est-ce que tu le définis par rapport à un autre terme qu'on entend beaucoup, c'est data driven. Pourquoi l'un plutôt que l'autre et qu'est-ce que les deux veulent dire en fait? Ok, très bien. Bah, c'est très simple en fait pour moi. Data driven, ça signifie manquer de recul. C'est-à-dire que, ok, très bien, quand on est data driven, on s'appuie sur la donnée, forcément, mais on est plus en fait dans une optique d'optimisation localisée. Euh, Si on prend l'exemple d'un funnel de conversion, qu'on passe à la dernière page, je verrais par exemple une optimisation sur la couleur pour essayer d'améliorer de 0,3-0,5% le funnel de conversion. Donc on est plus dans une innovation incrémentale que la donnée vienne en fait qu'elle soit quantitative ou qualitative, peu importe. En fait, on est plus dans une vision réduite. Un PM Data Informed va se nourrir des inputs, que sont donc les données remontées de ses dashboards, du customer support, etc. Mais il va prendre du recul. Il a en fait la big picture, une vision élargie. Et il peut partir sur de nouveaux relais de croissance, l'innovation de rupture. Il pense plutôt en fait x10 en termes de retour sur investissement, ou plutôt d'amélioration. Donc pour moi, D'accord. c'est vraiment ça, la différence. Ok. Et alors du coup, en tant que product manager, comment est-ce que ça se traduit? Comment est-ce que moi, en tant que PM, je peux développer mon côté data informed?
Trois grands points. Je verrai tout d'abord la méthodologie, ensuite les compétences à acquérir et la connaissance des stacks analytics. Donc, quand on parle de méthodologie, on peut partir sur une méthodologie agnostique qui en fait repose sur la compréhension des questions business que l'on définit en KPIs, ensuite le fait de poser des expérimentations, d'implémenter un tracking après l'avoir défini bien évidemment, de visualiser les résultats sur des KPIs et une fois que, enfin les résultats sur des dashboards des KPIs évidemment, et une fois en fait que l'on a cet retour sur l'expérimentation, décider de ok très bien, est-ce qu'on a atteint notre zone enfin que l'on souhaitait atteindre ou bien est-ce qu'on est en dessous de cette espèce de ligne, cette ligne dans le sable que l'on a tracée et qui nous permettait de savoir si on a validé ou invalidé l'hypothèse. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est ce cycle-là, ces méthodologies-là que l'on peut utiliser aussi bien dans des phases discovery que dans des phases de run et de delivery. D'accord. Tu as parlé de métriques. Je pense qu'il y a une question qu'on se pose souvent, c'est évidemment on va définir des métriques pour voilà mesurer ce qu'on souhaite mesurer. Mais je pense que le principal problème en fait, c'est comment je sais que je suis les bonnes métriques, comment je sais que j'ai défini le bon indicateur, la bonne métrique, voilà, et donc je suis la bonne chose. Peu importe finalement votre business model, même si tout part de là, de mon point de vue, il y a trois choses à avoir en tête. Euh, business, est-ce que mon business va bien? Donc, je définis la métrique, est-ce qu'elle me permet de savoir si mon business va bien? Est-ce qu'elle me permet de savoir si mes utilisateurs sont satisfaits? Et est-ce qu'elle me permet de savoir si mon produit est utilisé et si oui, comment? Donc, business, satisfaction et usage. Ensuite, pour aller plus loin, on peut partir en fait dans des thématiques spécifiques à votre business model. Si vous êtes en SaaS, il y a forcément des choses autour de tout ce qui est CAC, donc Cost of Acquisition, of course, tout ce qui est LTV, tout ce qui est, je ne sais pas, ARPU, etc. En e-commerce, forcément la transaction, mais aussi le taux de conversion. Il y a également ce qui a trait à le taux d'abandon du panier, etc., etc., etc. Mais encapsulé, business, satisfaction et usage. Et avec ça, déjà, vous avez une première étape. On peut aller plus loin, mais pour D'accord. l'instant, c'est ça. Et alors du coup, bah, en tant que PM, j'ai une métrique que je suis et je me rends compte que il y a une très forte hausse ou une très forte baisse. Quels devraient être mes réflexes en tant que PM pour en tout cas aller creuser ce sujet et avoir une vision claire de ce qui se passe? En fait, ça me rappelle pas mal ce que j'ai vécu moi quand j'étais par exemple à Foodora à Berlin. Donc j'étais responsable de la collecte de données sur trois plateformes. Donc c'était iOS, Android et desktop. Donc on intégrait en fait le mobile, la partie mobile dans le desktop. Et donc c'était arrivé une fois. On avait sur toute la Suède, parce qu'on était en Suède, qu'une vingtaine ou trentaine de transactions. Alors que normalement on est sur des volumes beaucoup plus importants. Donc branle-bas de combat, on arrive, qu'est-ce qui se passe, etc. Le premier réflexe à avoir dans ces cas-là, c'est se poser et aller chercher en fait s'il n'y a pas une erreur de tracking. La collecte de données, euh, c'est souvent buggy et donc il faut, le premier réflexe c'est ça. Pour la petite histoire, c'était bien le cas. Le deuxième réflexe, c'est si la baisse ou la hausse semble s'avérer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur grossière de tracking, on se pose la question d'où vient-elle? Et là, il suffit de segmenter et de chercher en fait soit s'il n'a pas eu une campagne spécifique, donc c'est-à-dire que les différentes parties, enfin les différentes proportions des canaux d'acquisition n'ont pas divergé. Donc si c'est le cas, bah, peut-être qu'il y a une campagne qui a été lancée par le marketing et qui explique cette montée la plupart du temps. Voilà. D'accord, donc si je comprends bien, le premier réflexe, ce serait évidemment de vérifier la remontée et la collecte des données. Et ensuite, c'est si je veux avoir un niveau de détail supplémentaire en termes de granularité, il faut prendre le réflexe d'aller segmenter et de ne pas prendre en fait les populations ou les utilisateurs, ou en tout cas ce que je regarde de manière globale. Exactement. Et un petit tips en fait aussi pour des métriques aussi importantes que ce qui a trait à la transaction. Je vous invite à avoir deux façons ou trois façons de les collecter. Une par le back-end et l'autre avec des outils d'analytics supplémentaires. D'accord. Alors bah, justement, tu parles d'outils analytics, tu en as parlé tout à l'heure. Mm. Euh,
quels sont les outils minimums dont j'ai besoin si je veux être un bon PM Data Informed, voilà, sans forcément parler, dire des noms d'outils, mais quelles sont les grandes catégories d'outils, et surtout, bah, qu'est-ce que je peux faire si aujourd'hui je les ai pas sur mon produit? Bah, en fait, avant même de parler d'outils, il faut se poser, enfin revenir légèrement en arrière. Donc on va un peu rétro-pédaler et on va repartir des questions de business. Comme je l'ai dit au tout début, selon votre business model, vous avez des métriques phares qu'il vous faut absolument collecter. Donc, bah, déjà, vous êtes dans tel business, forcément, vous avez ça, ça, ça et ça à avoir en tête. Donc, à partir de là, à partir du moment où vous avez ça en tête, il faut que vous les retrouviez dans votre stack Analytics, quelle qu'elle soit. Après, je vous dirais d'avoir des outils forcément d'A/B testing qui vous permettent de la segmentation et finalement de facilement valider ou invalider vos hypothèses. Et c'est pour ça que l'important, c'est donc de partir de votre méthodologie, donc savoir à quel moment de votre étape de la création de votre expérimentation où vous êtes, pour savoir ensuite plonger un peu plus dans les compétences et récolter l'information qu'il vous faut. Voilà, tout simplement. D'accord, OK. Mais si dans l'organisation dans laquelle je suis, j'ai aussi des data analystes, par exemple. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu leur rôle? Ma question derrière, c'est par rapport à ces différents profils data, scientist, engineer, euh, data analyst. Quelles sont les différences en termes de rôle et de responsabilité et de périmètre justement par rapport à un PM qui va lui aussi en fait essayer de se nourrir constamment par la data? Ok, alors en gros, c'est quels sont les profils, c'est ça? Et comment travailler avec eux? Alors là, je parle juste de PM Data Informed. Je parle pas de data PM qui va travailler sur des algos ou bien sur la récolte de données, etc. Là, je parle de PM Data Informed. Habituellement, en fait, il y a trois gros profils de personnes avec qui il va travailler euh, dans cette optique-là. C'est le data engineer qui est un peu le plombier qui vous permet en fait de collecter l'information, la stocker quelque part et la mettre à disposition des autres. Il y a le data analyst qui va vous aider en fait pour toute la réflexion en amont on va dire, de la partie sur des questions simples que vous pouvez vous poser et qui va challenger en fait ces questions simples pour amener encore plus de valeur à vos questions. Peut aussi également vous aider sur la partie en fait description, visualisation des KPIs. Et pour finir, il y a la partie, enfin troisième personne serait donc du coup le data scientist qui lui va plus vous aider en fait à explorer ce que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Voilà. D'accord. Alors du coup, par rapport à tout ce que tu viens de dire sur les outils, la méthode, si imaginons j'arrive en tant que PM demain dans une nouvelle organisation, est-ce que tu as des conseils? Quels seraient les bons réflexes en tout cas à cultiver, ou en tout cas ce que je devrais avoir en tête dès que je prends mon nouveau poste par exemple? Comprendre la partie business. Euh, c'est primordial. C'est que fait votre entreprise, qu'est-ce qu'elle vend, pourquoi ou contre quoi, quelles sont ses parts de marché et contre qui elle le fait. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez rentrer dans le produit par les analytics ou leur absence pour en fait avoir une idée précise du degré de maturité de la stack analytics. Donc moi, ce que je fais concrètement, c'est je vais voir en fait s'il n'y a pas des plans de tracking qui ont été mis en place et puis je vais tout checker un à un. Et si c'est pas le cas, bah, je vais créer ce plan de tracking là. C'est ce que je vous dis quand ça donne une idée assez simple du degré de maturité de l'utilisation de la donnée. Puisque le but du jeu, en fait, c'est je pars d'une interaction d'un utilisateur sur mon site et je vais faire tout le chemin de la donnée. Du moment où un événement se passe, ça peut être un clic, ok, très bien. Comment est-ce qu'on fait pour le collecter? Euh, comment est-ce qu'on fait pour l'ingérer? Et comment est-ce qu'on fait pour le présenter? Et à chaque fois, en fait, je me pose la question, est-ce que c'est quelque chose qui est utile, qui sert, du coup, qui est actionnable, qui sert en fait à, ma réflexion et mon pouvoir d'évolution, enfin mon pouvoir d'optimisation du produit. Donc voilà, on comprend la partie business et rentrer dans le produit par les analytics, notamment par le chemin de la data, c'est-à-dire euh, repartir par le tracking parce qu'il y a très souvent des mauvaises surprises par rapport à ça.
D'accord. OK. Hem et bah, du coup, à l'inverse, donc là, tu m'as donné un petit peu les bons réflexes à avoir. Est-ce que tu as pu observer, ouais, des erreurs classiques ou en tout cas des choses des travers dans lesquels on peut rapidement tomber, qui seraient intéressants d'identifier pour ne pas les reproduire? Oui, bien sûr, bah, comme ce que je disais, en fait, la plupart du temps, les gens pensent que la data est fiable, que c'est parce qu'elle apparaît sur, mon, dashboard de Google Analytics, bah, c'est ce qui est là. En vrai, c'est pas le cas. Je vous parlais d'un différentiel entre les données transactions en back-end et les données transactions, collectées par un outil comme Google Analytics, c'est compréhensible. En fait, en vous plongeant dans la technique, vous vous rendez compte que, hem, le dashboard de Google Analytics, enfin l'outil de collecte de Google Analytics repose sur du JavaScript qui est, proposé au-dessus de votre produit, donc c'est buggy. On peut facilement soit le hacker, soit, le faire mal fonctionner du fait de la mauvaise implémentation. Donc erreur de base numéro 1, c'est penser que la data est fiable sans l'avoir, vérifiée par soi-même au bout de enfin, après quelques heures ou quelques jours à passer à tout vérifier par soi-même. Ce qui amène en fait naturellement à la deuxième erreur classique, qui est de penser que quelqu'un d'autre va faire le boulot à votre place. Erreur. C'est à vous de vous remonter en fait les manches et d'y aller. Vous former, apprendre, vous doter de compétences et ensuite, par rapport à votre stack analytics, vous former dans l'outil que vous avez. Vos outils ont des avantages, des inconvénients, mais vous permettent de faire des choses. Mais si vous ne découvrez pas ce qu'elle vous permet de faire, bah, vous n'irez pas très loin et il faut absolument pas, de mon point de vue, hem, reposer sur les autres. C'est à vous d'amener, en fait, ce niveau d'exigence et de compétence au sein de votre équipe et même s'il y a d'autres personnes qui sont plus fortes que vous, bah, c'est tant mieux, et c'est ce qu'il faut attendre. Néanmoins, pour juste dialoguer avec eux et vous-même mieux comprendre leur input, formez-vous et faites votre part du taf. Donc voilà, donc les tâches data ne sont pas la responsabilité des data analystes, ou des devs et aussi autre chose, du coup il y en a pas mal, hein, d'erreurs classiques, je me rends compte. Autre chose, c'est d'impliquer en fait la data juste au moment de la mise en prod. C'est-à-dire vous poussez quelque chose et après vous dites: «Ah mince, est-ce qu'on a de quoi le collecter?» Non, pas du tout. On reprend la méthodologie, donc c'est premier pilier, hein, la méthodo. Heu, vous ne faites rien avant d'avoir bien réfléchi aux conditions de l'expérimentation. Sinon, ce que vous faites, bah, vous pourrez pas en fait mesurer vraiment la valeur de ce que vous faites. Aucun enfin, ça en diminue l'intérêt. On peut être guidé par son intuition, mais c'est pas être que data informed dans ces cas-là. OK. Et pour finir, ça c'est le dernier, hein, c'est le fait de, comment dirais-je? De penser que le fait, d'investir dans le tracking, c'est un one time effort. C'est pas le cas. On travaille dans l'itération, mais souvent j'ai vu ça, c'est-à-dire que les gens mettent un effort colossal à mettre en place le tracking et après hop, ils y touchent plus, ils y pensent plus. C'est pas le cas, c'est une matière vivante, c'est un produit dans le produit. Ça doit être quelque chose que tout le monde doit comprendre et pour ça qu'il y a des règles d'or pour le faire, et des best practices et donc penser que c'est quelque chose qu'on fait qu'une seule fois, bah, c'est aussi une erreur classique. Voilà. Donc pensez que la data est fiable, je fais un petit récapitulatif, pensez que la data est fiable, pensez que quelqu'un d'autre va faire le boulot à ma place, pensez que les tâches data, c'est que les data analysts ou les devs, et impliquer la data qu'après coup, et finalement pensez que le tracking, c'est qu'un one time effort. D'accord, OK. Merci d'avoir présenté un petit peu ces erreurs classiques dans lesquelles on peut tous tomber à certains moments. Moi, je voulais faire un petit récapitulatif avec toi parce que, tu nous as expliqué que pour être data informed, il y a effectivement une méthode à avoir. Il y a certaines compétences, à posséder. Donc tu as parlé de d'A/B testing, par exemple, d'être capable de challenger la donnée ou de définir les bonnes métriques. Ma question, c'est si, bah, toutes les personnes qui participent au webinar ne devaient retenir, pardon, que 3 choses, suite à celui-là pour être en tout cas des PM, data informed, qu'est-ce que tu dirais? Et peut-être ensuite proposer, des ressources pour aller plus loin, je Ah ou oui, des oui, tout à fait. Oui, parce qu'après on passe du coup aux questions, d'accord. Je dirais, bâtissez-vous une méthodologie agnostique.
c'est-à-dire qui ne dépendent pas de l'outil que vous utilisez, en tentant de l'optimiser continuellement. Première. Deuxièmement, musclez vos compétences. C'est-à-dire, apprenez à C'est-à-dire, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? ouais, ce que ça Apprenez veut à dire? faire des A/B testing, de la segmentation, heu, qu'est-ce que c'est que des cohortes, qu'est-ce que c'est qu'un triangle de rétention, et cetera. Et puis, essayez d'itérer. Pas de white time effort, donc je parlais de tracking. S'il y a des changements et bah, ça se fera de manière, progressive et incrémentale, heu, pour pas vous griller, quoi. Voilà. Donc méthodologie, compétences et démarche itérative. Et puis, bah, D'accord. forcément, en fait, désolé de te couper, sans ceci, bah, c'est difficile de capitaliser sur la data et donc je dirais que c'est peut-être le mot de la fin, pas vraiment, mais il suffit pas d'être, enfin de décréter être data informed pour l'être, ça demande vraiment beaucoup de travail. Ok. Bah, merci pour ces conseils, Stéphane. Je propose qu'on passe maintenant sur la partie questions. J'ai vu que pas mal de gens posaient des questions Ouais. dans le chat. Donc, je vais commencer à les dérouler. Je vous invite à continuer tous à poser des questions et à voter pour les questions. Mmh. Alors, je vais juste faire un petit tri en fonction des Bien votes. sûr. Bah, pendant ce temps-là, en fait, moi, je vais juste, en profiter, parce que je comprends qu'il y a Vas-y. certaines personnes qui vont peut-être, quitter maintenant et cetera. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, c'est-à-dire rentrer dans le détail pour, par exemple, comment se doter des compétences, analytics pour PM, comment choisir vos outils, par exemple, comprendre leurs points forts, leurs limites et les options probables. Je parlais aussi des règles d'or pour bâtir un plan tracking. Qu'est-ce qu'une bonne métrique très concrètement? Ou bien encore savoir ce que c'est que les meilleures pratiques en termes de visualisation des KPIs ou en termes de communication impactante de vos résultats, et plein d'autres choses. Euh, on travaille à la mise en place d'ici juin d'une formation, un PM Data Informed, sur laquelle bah, justement Jonathan, moi et d'autres personnes de TIGA travaillons. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire à la newsletter ou directement sur LinkedIn. On fera de la publicité à ce moment-là quand ce sera disponible. Voilà. D'accord, bah merci Stéphane. Je vais commencer par la première question. C'est une question de Lucas. Lorsque tu mets en place un plan de tracking qui était jusque-là inexistant, à quel moment est-ce que tu peux estimer que tu as collecté suffisamment de données pour tirer des conclusions pertinentes? Euh, alors, c'est une question assez vaste. À quel moment est-ce qu'on peut voir qu'on a collecté assez de données? Alors là, je comprends pas trop. En fait, c'est les conditions d'expérimentation qui vont te dire. Si tu pars sur un A/B testing, tu as en fait bah, tout simplement un taux d'acceptance, on va dire, qui te permet de savoir si t'as enfin, si les conditions d'A/B testing sont respectées ou pas. Donc c'est pas au niveau du plan de tracking que ça joue. Peut-être que si tu la reformules, peut-être que je la comprendrai mieux. Désolé Lucas, là je suis passé à côté. Ok, bah, pas de souci. Bah, Lucas, si tu souhaites écrire à nouveau une nouvelle question, n'hésite pas. Je vais prendre la suivante de Louis Robert, donc qui dit que Intercom a écrit un article parlant des proxymétriques, c'est-à-dire le lien qu'il y a entre les métriques produits et les métriques business. Est-ce que toi, tu connais ou utilises cette méthodologie? Et si oui, est-ce que tu aurais des conseils pour établir ce lien entre métriques produits et business? Bah, je connais pas cet article-là. Pour moi, en fait, c'est plus lié en fait au business model une fois de plus. Et en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre les métriques business et les métriques produits, puisque in fine, on part des questions business pour développer des produits. Donc, on peut avoir des dashboards communs ou bien des dashboards, on va dire, séparés. Donc notamment sur la partie performance, mais là c'est plus en fait côté CTO avec, je sais pas, le temps de réponse, le nombre de calls, etc. Côté produit, bon, on est plus sur l'usage évidemment. Mais in fine, toutes celles-ci se combinent pour aller dans la même direction, qui sont bah, augmentation des parts de marché, diminution du time to market, exposition, enfin augmentation de la rétention, etc., de la LTV.
Heu, donc naturellement, moi, enfin, dans mes différentes, expériences au sein des, startups dans lesquelles j'étais, enfin startups scale-up, qui sont devenus des grands groupes en fait, il n'y avait pas forcément de différenciation. Donc, je serais intéressé de lire cet article. OK. Donc la prochaine question, c'est, est-ce qu'il faut pour est-ce qu'un product owner ou un product manager doit comprendre un peu techniquement l'architecture relationnelle des données de son produit? Et donc si oui, est-ce que vous conseillez des formations pour se former sur cela? Question de Koi Nguyen. Cohen Nguyen. D'accord, tu peux la répéter s'il te plaît? Ça a buggé un petit moment, je suis désolé. Pas de souci. Est-ce qu'un product owner ou un product manager doit comprendre techniquement l'architecture relationnelle des données de son produit? Mmh. Et si oui, est-ce que tu conseilles peut-être des formations pour se former sur cela? C'est une bonne question. Ça dépend en fait de son niveau de curiosité. Est-ce qu'il en a besoin pour aller plus loin en fait, dans la recherche, d'optimisation de son produit? Moi, je dirais que ça dépend vraiment en fait des besoins. Si, il a un stage, scale-up où, il a besoin, de se reposer sur, ses data ingé, et qu'il comprend pas ce qui se passe et donc du coup il doit passer à ce niveau-là, oui carrément. Est-ce qu'il y a des, j'en ai vu passer sur Udacity, mais là c'est plus en fait, lié à l'optimisation, heu, des, databases, data warehouse. Je pourrais regarder et te l'envoyer, donc pas de problème là-dessus. D'accord, bon, on pourra joindre cela à la suite de l'email après le webinar. Je vais prendre une autre question de Alexis Takar qui demande, selon toi, Stéphane, quelle est la meilleure approche en termes de KPI stratégique pour un produit SaaS? Est-ce que c'est la méthode ARRR? Non! Non, en fait, ARR, c'est donc ARR, c'est le funnel, hem, donc acquisition, activation, revenu, referral, enfin rétention, referral, revenu, heu, proposé par David McClure qui est donc un venture capitaliste. C'est quelque chose qu'on a beaucoup mis en avant, et qui pourtant en fait, souffre, de nombreux maux. Parce qu'en fait, selon, votre business model, il s'adapte ou s'adapte pas, selon votre produit, il s'adapte ou s'adapte pas. Donc je pense que là où on parle d'être intelligent, de prendre du recul, c'est vraiment là. Pour tout ce qui est SaaS, bon bah, je l'avais déjà mis en avant, on a en fait, des besoins différents. Heu, Si on reprend, les différents KPI, c'est, bah, le CAC, le MRR, la RRR, la LTV, l'ARPU et cetera. Moi, je partirais plutôt sur, quelque chose autour de, la pyramide de growth de Chanelis, qui est, pour le coup, plus adaptée, à ses besoins en SaaS, de mon point de vue. D'accord, bah, ça serait bien aussi qu'on joigne Oui. dans ce cas-là dans les ressources à la fin. Pour compléter ce que tu dis, je suis assez d'accord avec toi, c'est que ARRR, bah, comme tous les frameworks, c'est un framework, donc c'est conceptuel, c'est un modèle théorique et le calquer, l'appliquer comme ça de but en blanc sur son produit, bah, il y aura forcément, ça va pas fitter, ce sera pas adapté. Et on voit, il y a d'ailleurs des produits en SaaS, je pense à, je sais pas, Airtable, il y a déjà eu des articles sur le sujet d'ailleurs, ou Slack aussi, Mmh. qui au final ne sont pas forcément dans une logique ARRR où il va y avoir les mécaniques de referral qui vont arriver certainement avant la, en tout cas en début de funnel. Donc là aussi, c'est bien d'avoir ces modèles-là en termes de cadre théorique pour commencer à se poser des questions, mais il faut certainement pas les copier-coller sur votre Il business. faut il faut le dépasser, en fait. Il y a un facteur de viralité, qui peut être important en SaaS notamment. Alors, je vais prendre une autre question de Lucas. Quels sont les outils que tu utilises le plus? Et est-ce que tu connais des bons moyens de formation sur ces outils, bien sûr en dehors de la pratique pure? Bah, là, je vais essayer de pas par rapport à moi, par rapport à l'écosystème, bah, tout le monde connaît, Google Analytics. Il y a une très bonne académie Google Analytics. Il y a aussi Simo Ahava, qui est un peu le pape, de Google Analytics de GTM. Après, en ce moment, je suis en train de me former sur Adobe Analytics. Ils ont une très bonne académie en ligne aussi. Donc la plupart, en fait, des gros,
des gros outils ont un écosystème avec beaucoup de données, enfin d'explications en ligne. Il y en a un qui manque à l'appel, je dirais que c'est Matomo. Malheureusement, c'est, il a un support assez faible, je trouve, et très peu de documentation, donc je dirais de ne pas l'utiliser, même s'il a des avantages. D'accord. Je prends une question de Adrien Dos Santos qui demande si est-ce que tu as des techniques pour vérifier que la data est fiable parce que c'est pas toujours évident, notamment en cas de gros volumes de données. Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour les KPI ultra importants, essayer d'avoir 2 ou 3 façons de les collecter, de mesurer le data de manière régulière. Donc je parlais des transactions, vous collectez au niveau du back-end forcément, et puis après en fait vous avez des surcouches, que ce soit donc vous avez installé des tags, bah, par exemple vous avez Google Tag Manager. Ça peut être Mhm. aussi des tags de conversion, bah, je parlais en B2B de LinkedIn, mais ça peut être aussi Criteo ou quoi que ce soit. Et bah, vous allez vous rendre compte que jamais en fait, les données ne matchent complètement. Par contre, il y a toujours un trend. Ce delta-là, c'est ça que vous devez regarder. Donc, donc ça, c'est l'une des premières étapes. Deuxième étape, bah, c'est d'être, un peu, très exigeant dans votre, implémentation et votre recettage de l'implémentation du tracking, heu, avec, une 3 niveaux, on va dire, de contrôle. Contrôle au niveau du dev, contrôle au niveau de vous, quand le dev a fait son implémentation, et donc au niveau donc du produit et au niveau du dashboard. Donc et là, au niveau du dashboard, si vous avez la possibilité d'avoir un data analyst ou une personne externe qui regarde ce qui se passe, c'est pas mal aussi. Donc déjà avec 3 vagues de QS, c'est pas mal. D'accord. Alors j'ai une question de Martin Journois, je vais te la poser, je sais pas trop si ça rentre dans ce que tu as l'habitude de faire. C'est pour le tracking côté back-end. Est-ce que tu as des exemples de stack techniques pour collecter, structurer et exploiter la data? Je sais que c'est pas forcément ton périmètre, donc c'est est-ce qu'on Tracking niveau va back-end, poser quelques questions à Martin? non, non, je veux dire non. Non, en fait, j'ai jamais été exposé à ça, j'ai juste suivi de loin, mais je vais regarder. Ça, c'est une question que je mets de côté et je reviendrai vers toi. Ok. Alors, on va revenir sur les débuts et les définitions. J'ai une question de Axel Vanacker. C'est est-ce qu'on peut revenir sur la définition de data informed? Pour moi, se reposer sur la data pour analyser les outcomes de ces tests d'hypothèses, bah, c'est justement prendre des décisions fondées sur la data, donc être data driven. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça et de cette différence entre data driven et data informed? Peut-être revenir sur les définitions. Oui, bien sûr. En fait, être data informed, c'est pas exclure le fait d'être data driven, c'est aller plus loin, en fait. C'est pas data driven versus data informed. Pour moi, data driven est à l'intérieur de data informed, il est contenu. Heu, il faut en fait, la seule chose que je disais, c'est de prendre du recul. Nous, notre travail en tant que product manager, c'est, en fait, prendre des inputs d'un peu partout, le customer support, des sales, heu, du marché, des commentaires, des dashboards et cetera. Processer ça et prioriser en fait l'allocation de ressources dans le but, de créer le plus de valeur possible pour l'utilisateur final, heu, que ce soit, dans que ce s ouais, peu importe les formes que ça prend. Donc le fait d'être data driven, c'est juste une partie du fait d'être data informed. Mais une fois de plus, et ça c'est ma conviction, c'est juste quand tu es data driven, tu peux partir et tomber dans certains pièges d'optimisation forcenée. Ça s'est déjà vu, par exemple pour moi, quand j'étais, marketeur, sur, Facebook, on partait en fait sur des définitions de lookalike quand ça venait tout juste d'être lancé, et on essaie de voir en fait à quels mots-clés les gens étaient le plus, sensibles pour créer en fait, de l'attraction et donc de l'intérêt et donc du click to rate. Heu et ben, en fait, dans une optimisation purement data driven, parce qu'en fait elle était,
elle reposait sur du machine learning, et ben, on s'est rendu compte qu'il y avait certains mots-clés qui étaient utilisés qui en fait heurtaient l'image des marques. Donc on était purement data-driven, parce qu'on voyait que c'était ça qui créait le plus de click-to-rate, mais pour autant, en fait, ça respectait pas les valeurs de l'entreprise. Donc c'est là où en fait on doit prendre du recul par rapport à l'optimisation, euh, purement en fait euh, limitée à la data, et réfléchir de manière plus intelligente, faire d'autres liens et voir ce qui a un impact positif et négatif. Voilà, c'est tout. Donc c'est pas data driven versus data informed, c'est data driven qui est au sein de data informed pour moi. Et là, je ne parle que de mes convictions personnelles, donc c'est pas dans l'absolu. Pas de souci. Ok, bah merci pour ta réponse. Je vais continuer parce que il y a encore beaucoup de questions qui sont posées, c'est cool. Une question de Gaël, c'est on parle beaucoup de Google Analytics, qui est mais adapté dans une logique e-commerce, mais pas trop des outils B2B SaaS. Et que penses-tu d'Amplitude, par exemple? Bah, j'adore Amplitude. Voilà, fin la réponse. Plus sérieusement, en fait, on a un partenariat avec Amplitude au sein de Tiga, ce qui fait que on a accès à des features avant tout le monde, et on est formé sur notamment la partie implémentation de l'outil et la partie en fait exploitation et visualisation. Pour moi, Amplitude, c'est l'un des outils Product Focused Analytics, enfin Product Analytics les plus intéressants sur le marché pour les scale-up, parce qu'il permet de nombreuses choses et ils investissent beaucoup dans tout ce qui est machine learning pour permettre à des gens comme vous et moi de gagner beaucoup de temps dans l'implémentation et l'utilisation des, des outils. Donc, notamment en termes de clusterisation, notamment en termes de partage de l'information. Ça, c'est un point qu'on n'a pas évoqué du tout. Mais c'est bien d'être data informed dans votre petit coin, mais le mieux, c'est que ça ruisselle un peu partout. Et Amplitude permet cela, parce qu'il crée en fait des carnets dans lesquels vous pouvez en fait décrire votre expérimentation. Ils ont même des best practices en la matière que je vous laisserai chercher par vous-même. Et une fois que l'expérimentation est créée, vous avez juste à remplir le carnet et à le partager à qui de droit. Donc c'est un très bon outil. D'accord. Bah, justement, tu parles de partage, et j'ai une question que j'avais loupée à nouveau de Koy Nguyen. C'est comment insuffler cette culture de mesure de l'usage dans un grand groupe qui bah, avait juste l'habitude de mesurer, on va dire, la pénétration, l'adoption, donc ce qu'elle appelle des métriques volumétriques. En fait, bah, du coup, c'est à toi de faire le travail. C'est pour ça que tu vas mener le changement par, par la qualité du travail que tu vas faire. Essaie de te voir comme une espèce de la pointe du diamant. Plus tu seras en fait solide et effilé, ça se dit comme ça, et perçante dans ce que tu fais, plus en fait tu auras un impact grandissant. Euh, je dirais, essaie de faire le travail du mieux que tu peux de manière incrémentale et propage ça au-dessus de toi et à côté de toi. Et, à la personne à qui tu rapportes et aux personnes qui font la même chose au sein de l'entreprise dans un département donné. Donc, mets en avant en fait tes carnets d'expérimentation avec les différentes expérimentations que tu fais, celles qui sont validées, invalidées, tes meilleures pratiques en termes d'implémentation, du tracking, l'espèce de document que tu utilises et que tu améliores de manière incrémentale, et communique, 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 communique. Voilà. D'accord. Bah, j'ai une question qui est même un peu similaire de Julien Klaus. C'est dans un contexte plus corporate, dans un grand groupe. Est-ce que tu penses qu'en fait la donnée, ça suffit à convaincre un management qui va être parfois plus orienté par des décisions sur bah, les HIPPO, les Highest People Pay in the Office, plutôt que Data Informed. Et du coup, bah, donc tu as déjà un peu expliqué comment gérer cette transition, mais est-ce que tu penses que la donnée, en fait, elle suffit? Pas du tout. Là, on touche à une partie très intéressante de notre métier, c'est l'humain. L'humain et un peu de politique aussi parce qu'on est dans un grand groupe. Je pense que, enfin c'est pas je pense, c'est je m'appuie sur Data Story de Nancy Duarte, dans lequel en fait c'est une CEO et elle explique en gros comment on fait pour mettre en avant nos résultats de réflexion issus de la donnée à disposition des cadres.
elle met en avant 3 points. En gros, il faut parler aux gens la langue qu'ils connaissent. Il faut créer une histoire autour de la donnée et il faut, en fait, utiliser certains verbes d'action spécifiques. Donc pour, te répondre, Julien, il y a quelque chose à garder en tête qui est le MME. Donc c'est en gros, monnaie, market et exposure. Les cadres réfléchissent dans la plupart du temps, tout le temps de la même façon. C'est je cherche à augmenter les revenus et les profits et à diminuer les coûts. Ça, c'est les monnaies. Je cherche à augmenter mes parts de marché et à diminuer en fait le time to market. Ça, c'est le market. Et je cherche à créer de l'exposition, c'est-à-dire améliorer la rétention tout en diminuant mon risque d'exposition, c'est-à-dire tout ce qui est légal, etc., etc., etc. Donc, il y a des meilleures pratiques à mettre en place pour en fait augmenter l'impact que l'on a. Et c'est quelque chose justement qu'on voit dans notre formation Data Inform qu'on propose, qu'on vous propose. Et je vais pas tout dire parce que, mais c'est juste une D'accord, partie. pas de souci. Merci. J'enchaîne avec une question de Julia Chagnier qui dit Je comprends qu'il faut se former sur nos outils d'analytics, mais pour atteindre le niveau de compétence nécessaire pour aller détecter des erreurs de tracking me semble assez poussé et technique. C'est Donc, est-ce que tu pourrais clarifier quel niveau tu penses être nécessaire et combien de temps ça prendrait en tout cas pour avoir cette montée en compétence? en fait, c'est pas technique, c'est juste de la logique et des bonnes pratiques implémentées. On peut pas tout faire tout seul, donc forcément, à un moment donné, il faut se reposer sur les autres. Donc, pour l'implémentation du tag, et cetera, forcément, c'est l'équipe technique de le faire, c'est elle de comprendre, la documentation. Mais pour tout ce qui est QA, c'est-à-dire savoir si on récupère bien la bonne information avec les bonnes variables attachées au bon moment suite à la bonne action, c'est juste de la logique pure. Donc, donc en soi, c'est de l'attention avec un petit peu de temps, mais je dirais qu'en 3-4 sprints, on peut vraiment monter une marche conséquente. Voilà. Donc, pour répondre, 3-4 sprints et de la logique et de la curiosité. S'il y a une partie technique, il faut la donner aux personnes compétentes, bien évidemment. D'accord. Alors, je vais prendre une question de Laure Saint-Martin qui demande à partir de quel moment est-ce qu'on intègre des outils comme Mixpanel ou comme Amplitude quand on est dans une logique où on va créer de toutes pièces l'approche data. Pas au début. Euh, Mixpanel, oui, peut-être, mais Amplitude, moi, je ferais ça plutôt en fait pour les scale-up, plutôt que pour les startups de une parce que ça coûte cher. Donc, donc voilà. Et puis, une fois de plus, l'avantage d'outils comme Amplitude, c'est qu'ils vous apportent beaucoup de choses dans un temps réduit, mais ne vous permet pas en fait d'avoir les bons réflexes. C'est pour ça que moi je disais au tout début, vous bâtissez votre méthodo avec donc votre compréhension, de questions KPIs, vous définissez ce que vous voulez, vous mettez en place vos expérimentations, etc., etc., etc. Ensuite, vous comprenez ce que c'est que l'A/B testing ou le multivariate testing, etc. Vous apprenez ce que c'est que la rétention, comment elle se décline, etc. Et après seulement, une fois que vous avez tout ce savoir-là, vous allez chercher l'outil qui correspond à vos besoins par rapport à votre business model, par rapport à votre niveau de maturité, etc. Donc, assez bizarrement, enfin pas vraiment bizarrement, mais je dirais de commencer par le plus simple, Google Analytics qui vous permettent d'avoir des réponses quasi immédiates sur des questions faciles, on va dire, de base. Et puis après, vous vous avez rendu compte qu'il y a une certaine frustration qui vient avec l'utilisation de Google Analytics parce que des choses qui vous paraissaient évidentes ne sont pas fournies automatiquement. Et à ce moment-là, vous avez compris que vous avez monté une marche dans votre maturité data, et là, vous pouvez passer à un autre outil. Ok, ça marche. Écoute, j'espère que cela répond à ta question, Laure. Il nous reste encore quelques questions. J'ai une question de Mama M. Ahmed. Bonjour, dans une organisation avec un
PM du produit et un PM spécifique à la data, comment est-ce que on peut organiser au mieux les interactions entre les 2 PM? Parce que tu as peut-être des bonnes pratiques là-dessus. Alors, entre un PM qui se veut être data inform et un PM data, c'est-à-dire qui travaille sur des algorithmes, sur la collecte de données. Est-ce que tu peux me donner un... Là, je pense que comme la question est formulée, un PM spécifique à la data, je pense que c'est être un product manager qui va être sur un produit data au sein de l'organisation, qui va être sur un scope qui est très lié à la data, en effet. Par rapport à un PM plus sur un scope fonctionnel plus classique, entre guillemets, en feature team, je sais pas. Enfin, c'est comme ça que je comprends la question. D'accord. Donc en gros, comment les 2 doivent travailler ensemble? Oui, Partager les meilleures pratiques en termes, d'expérimentation et partager en fait, donc c'est-à-dire les carnets d'expérimentation. Comment est-ce que vous les créez? Comment est-ce que vous les composez? Donc l'un apprenant de l'autre, puisque l'autre apparemment a un prof peut-être, enfin je suppose qu'il a un profil beaucoup plus orienté, data analyse ou en tout cas un background. Et puis, je sais pas, essayer de vous voir, de manière régulière et échanger sur, vos avancées les uns les autres. Sans plus de contexte, je ne peux répondre que ça. Désolé. d'accord. Bah, écoute, j'invite la personne qui a posé la question peut-être à clarifier si elle le souhaite. En attendant, je vais prendre une autre question. Alors, toujours à propos d'amplitude, dans les grands groupes, est-ce qu'amplitude peut être pertinent pour les grands groupes qui bloquent pas mal les outils d'analytics et qui sont exposés sur Internet, comme GA, d'un point de vue sécurité, est-ce que c'est recommandé, par exemple, d'utiliser amplitude pour un grand groupe? Non, c'est très clair, c'est le point, ouais, moi je en fait, si vous avez des données sensibles, n'utilisez pas Amplitude du tout. C'est vraiment le point noir, on va dire, le bah, blessant quoi. Je recommande pas du tout Amplitude pour tout ce qui est, attrait à la pharmaceutique, bancaire, armement ou que ce soit que la donnée est primordiale. On sait très bien qu'il y a le Cloud Act. Donc Cloud Act, c'est une loi qui a été créée et votée, aux États-Unis qui permet, dans les grandes lignes, à n'importe quel, pouvoir judiciaire de demander accès à des informations, stockées, par des entreprises américaines en dehors du sol américain. C'est-à-dire qu'un juge du Nebraska peut dire: «J'aimerais avoir accès aux, aux données de telle entreprise française», même si c'est par exemple même si c'est stocké dans le cloud, en Irlande, mais parce que comme c'est le serveur Amazon, c'est le cas. Donc au niveau de la sécurité, Amplitude, ne ne répond pas à mes critères et je pourrais pas le recommander là-dessus. Pour si vous avez des choses qui sont plus légères, on va dire, en termes d'industrie, allez-y, c'est un très, très bon outil, mais sinon non. D'accord. Et c'est très dommage, c'est vraiment super dommage. S'il y avait un amplitude sécurisé, heu, je vous le recommanderais, mais c'est pas le cas encore. D'accord. Bon, on va parler d'un autre outil. J'ai une question de Florian Legros qui demande: «Que penses-tu de segments en termes de fiabilité dans la collecte de données?» Alors après, est-ce que Oui, alors j'ai été seulement exposé à Segment, de manière, fortuite, donc j'ai pas eu l'occasion de travailler plus que ça avec, parce que dans les entreprises dans lesquelles j'étais, on utilisait d'autres fournisseurs, donc je pourrais pas répondre à ta question malheureusement, désolé. J'ai eu des échos positifs, mais je peux pas m'engager sur, ce que j'ai entendu parce que j'ai pas travaillé avec. OK. Alors une question intéressante de Claire Idelot. On traque souvent le plus sain dans l'usage. Par exemple, un utilisateur qui va cliquer sur un bouton ou qui fait une action positive sur mon produit. Est-ce qu'on devrait traquer le -1? Pourquoi? Et est-ce que tu as des bonnes pratiques là-dessus? Alors j'ai pas compris la question. Ouais, donc ce que je comprends, c'est qu'on traque souvent des actions positives, donc par exemple, un like, un bouton, une action, qui va dans le sens du business ou de l'usage que je veux provoquer. Là, ce qu'elle demande, c'est, est-ce qu'on doit traquer, les actions négatives plutôt, donc le -1. Je te laisse répondre, mais je pense qu'à mon avis, effectivement, Mmh. c'est évident qu'il faut le traquer, je pense, mais tu as peut-être une conviction là-dessus? Non.
J'en ai pas, désolé. Euh, Alors, une autre question de Laure Saint-Martin aussi qui demande par plan de tracking, tu entends le tracking analytics et la définition d'event et aussi pardon la définition d'event au niveau du back-end et surtout comment bien articuler les deux. Donc entre la partie tracking analytics et la définition d'event au niveau du back-end. Et moi, ce que je fais, c'est j'ai un document Mhm. qui reprend en fait concrètement le nom de l'événement que je veux traquer, les différentes variables ajoutées à l'événement. Donc par exemple, si je veux traquer la transaction, il y a event transaction et toutes les variables ajoutées, par exemple le, le montant de la transaction, le nombre d'articles à l'intérieur, le numéro du modèle des articles, etc., etc. Donc ça, c'est toutes les variables que j'attache à l'événement. Ensuite, forcément, l'élément déclencheur, donc le trigger. Et puis après, en fait, est-ce que il y a différentes, comment dirais-je, est-ce que j'envoie cette information-là à différents euh, outils de collection? Donc, ça peut être une fois de plus Amplitude, Google Analytics, Adobe Analytics, etc. Et aussi, est-ce qu'il y a une, pardon, une hiérarchie de l'information par rapport à l'événement? Donc, rien qu'avec cet outil-là, ce document-là, j'ai une vision à, on va dire, 300 degrés, c'est pas 360, entre les événements que je souhaite traquer, leur nom, etc., etc., etc. Et là, je peux lier justement le back-end et ce que je veux être collecté en front. Voilà. D'accord, merci. Alors, question très large, mais tu pourras peut-être aiguiller les gens qui nous écoutent vers certaines ressources. C'est une question de Vincent qui demande est-ce que il y a un document qui référence tous les frameworks? Donc, j'imagine que c'est peut-être Il y a des bah, livres, enfin par framework, mais tu as certainement avoir des bons livres à conseiller en effet. exactement, Lean Analytics de Alistair Kroll, je crois, et Benjamin Yoskowitz. Vraiment une bible hein, à lire, à dévorer même. Ça donne pas tous les frameworks, mais ça vous permet de vous poser les bonnes questions, d'acquérir les bonnes bases et après de plonger en fait dans les spécificités de votre business model. Concrètement, commence par ça et déjà on sera très. Enfin, si tu le connais pas déjà, je pense que tu vas monter une belle marche. Ok. Alors, on partagera bien sûr toutes ces Oui. références dans l'email le webinar. Une question de Florent 2. Est-ce que tu aurais des astuces pour mettre en lumière la nécessité d'investir du temps Ah oui. euh, et sur les outils auprès du management en startup versus le discours on doit avancer sur nos sujets et vite? Est-ce que vous voulez vous foirer ou pas? Concrètement. Vous voulez avancer très très vite vers le mur ou vous voulez vous poser, réfléchir et essayer d'aller dans la bonne direction? Pose juste cette question. D'accord. Tu dis juste, tu veux qu'on aille de plus en plus vite vers possiblement le mur ou est-ce que tu veux qu'on aille vers la bonne direction? Si tu vas aller dans la bonne direction, il faut qu'on se pose, il faut qu'on puisse mettre en place en fait des expérimentations qu'on va valider ou invalider. Et par rapport à ça, on va apprendre des choses. Et en apprenant des choses, on va savoir si on avance ou pas. On, en tant que PM, on a la carte, enfin, on sait vers où aller. Voilà, on sait vers où aller, on voit à peu près le point final, très bien. Par contre, comment on va y aller, on ne sait pas. Donc, la data nous permet de nous réorienter au plus vite possible. Et plus en fait on sera familier à l'utiliser, à la mettre en place, plus on pourra travailler sur le processus pour apprendre de plus en plus vite, euh, plus la différence entre ton entreprise et la concurrence se fera. Tout se fait en fait sur la vitesse d'expérimentation et d'apprentissage. Et elle est cumulative. Donc c'est pas du tout perdre son temps. C'est pas du tout perdre son temps, c'est en gagner énormément et éviter de cramer des ressources. Donc D'accord. voilà.
Bah, pour compléter ta réponse, je dirais que justement le propre du management dans ces organisations, c'est de très vite, enfin c'est d'arriver souvent avec des très bonnes questions, mais parfois au mauvais moment, donc des questions très précises auxquelles on n'a pas la réponse. Et tout l'intérêt d'investir du temps sur le tracking, sur la collecte, la visualisation de la donnée, de mettre en place les bons indicateurs, les bons dashboards, en fait ça va permettre de pouvoir répondre à cette question-là et d'anticiper les questions qu'on va se poser dans 3 à 6 mois. Donc l'argument que je donnerais à la personne qui a posé la question, c'est lister toutes les questions auxquelles ces outils et le temps que vous allez investir là-dessus va répondre et quel intérêt ça aura pour le management et pour la viabilité de son business et de son produit. À partir de là, vous devrez normalement avoir tous les arguments pour réussir à convaincre, en tout cas le management, d'investir du temps là-dessus. Euh, alors, je fais juste un petit point sur l'heure, il est 13h28, donc je vais encore prendre deux, trois questions rapidement, en fonction toujours des votes, bien sûr. Alors Julia Chanier qui demande, j'ai l'impression que la capacité de faire les choses par soi-même dépend beaucoup de l'accessibilité des outils. Tableau, par exemple, est beaucoup moins accessible que Google Analytics ou Amplitude. Donc dans ces cas-là, est-ce que tu as des recommandations, des conseils? Ah oui, alors j'ai beaucoup souffert sur Tableau. Donc Julia, Ouais. si tu es sur Tableau, sache que tu n'es pas la seule à souffrir. C'est un outil très compliqué dans l'approche pour des personnes qui n'ont pas un background très technique. Même pour eux, je pense que c'est compliqué. Euh, Mon conseil, c'est si c'est pas possible de changer, c'est en fait d'essayer de capturer des ressources euh, qui travaillent avec ces outils-là. Donc la plupart du temps, ce sont des ressources BI. Euh, et d'avoir une liste justement des questions par ordre de priorité. Et vous dire, moi voilà, tu auras besoin de combien de temps pour tacler cette question-là, c'est celle qui est le plus importante pour moi. Moi, je peux pas la faire, clairement pas, parce que c'est un outil qui est trop complexe, etc. Euh, Comment on fait? Donc voilà, c'est la seule chose, avoir une liste très précise et prioriser des questions, et ensuite essayer d'obtenir des ressources d'une manière ou d'une autre. D'accord, je suis assez d'accord avec ça et je rajouterais qu'en effet, en fait, faut voir l'implémentation et l'usage d'un outil d'analytics de la même manière. Enfin, faut avoir une approche produit. Mm, C'est est-ce que cet outil va répondre, mm, il va permettre de bien représenter mon business? Est-ce mm. qu'il va répondre en tout cas à mes besoins en interne pour avoir le niveau d'information dont j'ai besoin et prendre des décisions? Et en fait, la question de l'accessibilité, elle se pose aussi et ça doit être un critère dans le choix de vos outils et dans l'utilisation de vos outils. Vous pouvez avoir la donnée la plus fiable du monde et les plus beaux dashboards. Si malheureusement il faut 30 minutes pour les faire charger, eh bien en fait les gens vont pas les utiliser. Donc ayez cette approche-là aussi, tout simplement une approche de PM et de réfléchir à ces différents volets. Ça, c'est du coup l'assessment de sa stack analytics. Mais c'est difficile en fait, une fois, enfin quand on rentre dans un groupe avec déjà ces stack analytics d'établis, de challenger ça. Donc pour être data informed, c'est prenez le nombre de personnes qui travaillent dans votre équipe, qui ne comprend pas l'outil, essayez de dire, bon, voilà, au lieu de faire ça en 4 heures, on fait ça en 12 heures, vous multipliez par le nombre de personnes, vous multipliez par le salaire mensuel, enfin, salaire horaire, et puis là, en fait, vous allez arriver à quelque chose de chiffré en disant, bon, voilà, ça nous coûterait 3 fois moins cher de changer d'outil au bout de 2 mois. Hein, quelque chose comme ça, quoi. Enfin, ça marche bien aussi habituellement. Ok. Écoute, je vais prendre la dernière question. Je vois qu'elle a été posée deux fois par Juan Gomez et Martin Chocho. Donc, qu'est-ce que tu penses de HIP? Et donc, est-ce que tu as un avis sur HIP? Parce que il n'y a pas aucune implémentation à l'inverse d'un amplitude. Donc voilà, est-ce que tu as un avis sur HIP? Et ce sera la dernière question que je te poserai. Et j'invite les gens qui n'ont pas eu l'occasion de poser d'autres questions de contacter Stéphane directement sur LinkedIn si Oui, vous voulez discuter avec tout lui. à fait. Tout à fait. Vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur LinkedIn ou directement sur l'adresse stéphane.babou@tiga.co. Et puis, je serai content de continuer cette conversation. Surtout que je ne pense pas avoir répondu à toutes les questions. Alors, concernant HIP Analytics, c'est un outil qui est vraiment pas mal aussi. Donc, on parlait de la facilité d'implémentation. C'est le cas. Il a été créé par des product managers qui étaient frustrés par rapport à ce qu'on leur proposait. Donc, il y a vraiment une très belle approche euh, product focused, product centered au sein de cet outil. Euh, Après, ils sont légèrement derrière Amplitude en termes de partage de l'information. La dernière fois que j'avais checké, c'est-à-dire il y a 4 mois déjà. Et
au niveau du machine learning et de l'implémentation de machine learning aussi, ils sont légèrement derrière. Pour autant, ça reste un très bon outil. Et là, au niveau de la sécurité, je peux pas me prononcer non plus. D'accord, ok. Bah écoute, merci Stéphane pour tes réponses. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous rappelle que vous allez avoir le replay directement ainsi que toutes les références qui ont été abordées par email. Et puis, bah, je vous invite à contacter Stéphane si vous voulez discuter avec lui plus amplement. Et puis sinon, allez consulter nos autres webinaires sur tous les autres sujets du product management qu'on aborde. Donc, je vous souhaite tous une très bonne journée. Au revoir.